Bon, l'autre côté, c'est un peu facile, hein, comme quand on s'appelle du plomb, on s'attend à pas qu'on les mélange, parce que c'est pas le mien. Toi, des enfants. Ouais, bon, allez, on fera pareil. Ça, par exemple, tu aurais pu la faire. Il appelle ça comment? Des années, et je savais pas que je savais pas. Moi, je pense que c'est 98%. Qui est pas terrible le poids. Merci d'être là. Bonjour aux apiculteurs qui sont venus aujourd'hui, malgré le travail important qu'on a en ce moment avec nos abeilles, hein, entre deux mielées, entre la mielée de printemps qui est terminée et la mielée d'acacia qui est encore à plat. Donc un certain nombre n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient occupés par leurs ruches et par leurs abeilles. Donc merci à tous d'être là et merci à tous ceux qui sont venus, les partenaires de la Confédération paysanne et puis un certain nombre d'autres personnes, les citoyens qui sont concernés par l'écologie et l'apiculture qui sont quand même un peu la même chose. Donc nous étions déjà là la semaine dernière et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de renouveler notre présence ici pour permettre d'améliorer notre communication et notre visibilité. Donc merci à la Confédération paysanne et à Florence qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc la semaine dernière, Alain Baron, notre cher ancien président et secrétaire qui s'est expulsé, je ne le vois plus, il est là-bas, il s'est caché. Il s'est caché. Il a longuement expliqué le phénomène. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit la semaine dernière, mais on va y revenir quand même un petit peu. Que les choses soient claires aujourd'hui, nous, les apiculteurs, puisque je suis là en tant que représentant du syndicat des apiculteurs de Lyon et de l'association sanitaire du département de Lyon, nous sommes là par rapport à cette loi du plomb qui a été votée au Sénat, qui est en ce moment en passe d'être votée à l'Assemblée nationale. Et pour nous, cette loi du plomb, c'est un retour en arrière, c'est une catastrophe pour les abeilles, pour l'apiculture, pour les apiculteurs, pour les agriculteurs, même si un certain nombre d'entre eux n'en sont pas conscients. Et nous avons vu qu'il y avait une manifestation des agriculteurs pour durcir la loi du plomb, on en reparlera. Alors, néonicotinoïdes, c'est dur à prononcer. Néonicotinoïdes, c'est dur à prononcer. Et pour nous, c'est dur à avaler le retour des néonicotinoïdes. Je me suis entraîné. Et les néonicotinoïdes, c'est quoi? C'est un insecticide très pratique, très efficace et qui tue tous les insectes. Il les tue comment? Quel est son mode d'administration? Il est enrobé à la semence. Ce n'est pas un traitement comme on voit de temps en temps les grands épandeurs qui passent dans les céréales. Ce n'est pas un insecticide de ce type. C'est un insecticide qui est mis dans la graine et qui va fonctionner pendant très longtemps. Et donc il va tuer tous les insectes. Il est très pratique. Vous n'êtes pas obligé d'y revenir.
et il est très efficace. Donc, il a été massivement adopté à partir des années 90. 98, c'est l'introduction des néonicotinoïdes. À ce moment-là, le taux de mortalité des colonies d'abeilles, qui était inférieur à 10%, est passé en moyenne à 30%, voire dans certains territoires et pour certains apiculteurs à 80%, c'est-à-dire un effondrement des colonies. Pourquoi cet effondrement? Parce que, souvenez-vous, un des premiers néonicotinoïdes qu'on a connus, c'est le gaucho. Le gaucho, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gaucho sur les champs de maïs. Hein. Et donc, la molécule, c'était, là je le lis parce que j'ai du mal à retenir, imidaclopride. Donc cette molécule, c'est la molécule du gaucho. Il y a toujours des noms très compliqués à retenir pour ces néonicotinoïdes. Qu'est-ce qui se passe? Ces néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux de l'abeille. L'abeille est désorientée, elle ne retrouve plus la ruche. Et par butiner, et au lieu de retourner à la ruche, comme elle sait parfaitement le faire, puisque ça fait partie de ses grandes capacités, elle est désorientée, elle ne retrouve pas la ruche, donc une abeille qui ne retrouve pas la ruche, elle va mourir, elle va disparaître. Et on a comme ça un affaiblissement des colonies. C'est la première, la première action visible. Mais il y a d'autres actions invisibles, parce que par exemple, elle va butiner, elle va prendre du nectar, elle va prendre du nectar, par exemple, excusez-moi, du pollen, et le pollen, il va être ramené dans la ruche, puisque c'est les protéines qui vont permettre d'élever les larves, etc. Et le nectar, le pollen, elle ne le consomme pas. Et donc, elle rentre dans la ruche, quand elle rentre, et elle le stocke. Et ce pollen contaminé, il va agir comme une bombe à retardement, il va agir plusieurs semaines après, au moment où les abeilles vont élever les larves. Et donc là, on va avoir un effet retard, et on va avoir à nouveau un affaiblissement des colonies. Donc, c'est vraiment une catastrophe pour les abeilles, et c'est la raison pour laquelle ça a été interdit. Ça a des effets dévastateurs, parce qu'évidemment, à partir du moment où il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, puisque les oiseaux, ils mangent les insectes. Il n'y a plus de vers de terre parce que c'est en terre, il n'y a plus de... Voilà, donc vraiment, la nature est complètement abîmée par ces néonicotinoïdes. Ça ruisselle dans les eaux, avec les pluies, les résidus vont pénétrer dans le sol, vont aller dans les nappes phréatiques, etc., etc. Donc, les néonicotinoïdes ont été interdits à partir de 2018. Ils ont été interdits parce que des études scientifiques, de vraies études scientifiques, pas les études pseudo-scientifiques qui sont mises en place par les laboratoires, puisque à l'heure actuelle, les laboratoires, il faut une étude, ils montrent que tout va bien, ils testent que la molécule, ils testent pas les adjuvants qui sont avec, ils testent pas les cocktails de molécules, et donc ils disent tout va bien. Sauf que les scientifiques, quand ils ont fait des études, ils ont démontré que les néonicotinoïdes, c'était vraiment une catastrophe pour les abeilles. Alors, et ces néonicotinoïdes, c'est fait pour quoi à l'heure actuelle? Puisqu'on a démontré pendant 20 ans qu'on pouvait vivre sans, et bien c'est fait pour faire une action de prévention. Alain disait la semaine dernière, est-ce qu'on prend tous un médicament alors qu'on n'est pas malade, au cas où on serait malade dans 15 jours? Parce que c'est ça les néonicotinoïdes. On en met dans les graines, parce que si jamais il y avait la jaunisse qui arrivait dans les betteraves, ah là là, catastrophe. Alors là, on les met de façon préventive, alors que dans bien des cas, on n'en a pas besoin. Et il y a des alternatives, il y a des agriculteurs en bio qui font de très belles récoltes de betteraves et qui ont des prix de vente à la tonne qui sont bien plus élevés et qui au départ et qui à l'arrivée ont un revenu supérieur aux agriculteurs qui sont en conventionnel avec les néonicotinoïdes. Donc, voilà. Alors, en guise de conclusion provisoire, je souhaite vous lire un extrait du texte qui a été écrit par Christian Ponce, qui est le secrétaire national de l'UNAF.
Madame la députée, monsieur le député, la proposition de loi du plomb ne tombe pas du ciel. C'est un copier-coller des revendications de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui a été présentée le 29 août 2024. Elle porte une vision de dérégulation visant à affaiblir les règles qui encadrent depuis 20 ans l'usage des pesticides et les exigences environnementales dans le secteur agricole. Dès l'émergence des critiques des apiculteurs et des apicultrices, les partisans de cette loi ont cherché à discréditer les faits scientifiques, déformer les réalités de terrain, accuser les apiculteurs d'émeutes causées. Par exemple, s'il y a moins de production, c'est parce que les apiculteurs sont des amateurs et qui ne savent pas s'occuper de leurs ruches. Donc c'est normal qu'il y ait une diminution de la production puisqu'ils ne s'en occupent pas bien. Donc on dit aussi maintenant que l'acétamipride est le néonicotinoïde le moins dangereux pour les abeilles. Des récentes études de l'ANSES ont montré qu'il fallait absolument diviser par 10 les quantités admises parce que c'était vraiment une molécule très très active et très néfaste pour les enfants, pour les parents, pour la fertilité, pour l'environnement, pour tout quoi. Donc tout ceci est faux et malhonnête. Pour l'UNAF et ses 22 000 apiculteurs, le retour des néonicotinoïdes est une ligne rouge. Ne laissez pas s'imposer un texte rédigé sous pression d'intérêts agroéconomiques. La biodiversité, la santé publique et l'agriculture française méritent mieux. Il est temps de prendre une décision fondée sur les faits scientifiques et non sur des considérations économiques et politiques à court terme. Interdire l'acétamipride n'est pas un choix idéologique. C'est une nécessité. Représentant de la Confédération paysanne, et donc la Confédération paysanne s'oppose au texte régressif porté par le sénateur Duplon. Contrairement à ce qu'en prétend son titre, ce texte comporte de réelles et graves entraves à l'agriculture en France. Dans ce texte, en fait, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu les lois, mais voilà, dans ce texte, il y a plein d'articles. Et en fait, la Confédération paysanne, elle conteste particulièrement 3 articles. Ça va être un petit peu en lien avec ce qu'on vient d'entendre par Jean-Michel, et on va comprendre le premier article que nous, on conteste, qui disait, alors, a priori, ce premier article a déjà été modifié, c'est-à-dire que ils avaient commencé à le mettre, à le stipuler comme ça, et ils sont revenus en arrière. Mais attention, on a appris aussi qu'ils peuvent quand même le réintroduire. Donc, il faut qu'on soit très attentif. Cet article 2 concerne le fonctionnement de l'ANSA. Donc, ce qu'on vient d'entendre. L'ANSA, c'est eux qui donnent les autorisations. Et donc, le texte disait qu'il faut tout simplement supprimer l'ANSA. Donc voilà, on cherche un petit peu le pourquoi, et donc voilà, on supprime l'ANSA pour continuer à faire ce qu'on veut avec les pesticides. Déjà de l'ultralibéralisme et des effets de pesticides sur la flore, les sols et l'eau. C'est maintenir des fermes et des filières dans une dépendance économique qui les empêche de faire évoluer leurs pratiques au seul profit de l'agro-industrie. En 10 ans, la recherche et les investissements pour développer des alternatives déjà existantes, accompagner les producteurs et productrices, n'ont pas été à la hauteur. Il faut soutenir massivement l'accompagnement au changement de pratique et cesser de laisser la main aux marchands de pesticides. Ces derniers n'ont de cesse de revenir sur cette interdiction. Le 14 mai dernier, le rapport public du Conseil d'État a donné un avis défavorable à la demande de fabricants de pesticides d'annuler le décret d'interdiction de ces 3 néonicotinoïdes. On comprend l'empressement de ces marchands de pesticides et de l'agro-industrie à faire adopter cet article 2. Soutenir la réautorisation des néonicotinoïdes, c'est aussi assumer le probable cas de cancer
pour les paysans et les paysannes qui les utilisent et pour toutes les personnes exposées. C'est une très lourde responsabilité. On va passer à l'article 3. Là, ça concerne moins l'apiculture, mais ça nous concerne bien, nous, en tant que paysans. L'article 3, il vise à relever le seuil des installations classées pour la protection de l'environnement. Ça s'appelle l'ICPE. C'est pour les élevages bovins. Notre syndicat, qui compte majoritairement des éleveurs et éleveuses en bovins, caprins et volailles, connaît parfaitement les besoins et les problématiques liées à l'élevage. Le relèvement des seuils ne va pas favoriser le renouvellement des générations. Pour la Confédération paysanne, l'avenir de l'élevage passe par l'installation de fermes partout sur le territoire et non leur concentration sur des territoires déjà denses. Pour cela, les éleveuses et éleveurs ont besoin de revenus, de soutien dans l'exercice de leur métier, de prix garantis, d'outils d'abattage localisés et non de dispositions pour faciliter la production animale industrielle. Nous allons être vigilants quant à l'article 5 concernant les méga-bassines et la protection des captages en zone humide. Voilà encore un article, voilà, c'est de l'article 5. Donc on est passé de l'article 2 à l'article 3 pour vous dire que dans cette loi, vous avez plein de choses. Ce n'est pas juste la réintroduction de ces pesticides. Et l'article 5, donc sur les méga-bassines, les méga-bassines sont un parfait exemple de mal-adaptation aux enjeux agricoles et climatiques. Cette appréhension de l'usage de l'eau empêche aussi de mener un vrai combat sur la protection, le partage de l'eau et la hiérarchisation des usages. Alors que canicules et inondations se succèdent, il est temps d'envisager des solutions résilientes pour permettre la transition des systèmes agricoles. Ces trois articles, comme toute cette proposition de loi, ne sont pas une solution pour permettre l'exercice de notre métier. La solution absente de ce texte est la garantie d'un revenu pour les paysans paysannes, grâce à des prix rémunérateurs. Les lois Egalim ne l'ont pas fait, la loi d'orientation agricole non plus, et après la promesse d'Emmanuel Macron de prix plancher, le sujet a été enterré par le gouvernement actuel. Sans revenus, pas de production, pas d'installation, pas de relocalisation et donc pas de souveraineté alimentaire. Voilà pourquoi la Confédération paysanne ne soutient pas cette proposition de loi qui va à l'encontre de l'agriculture paysanne et respectueuse de nos abeilles et de tous nos pollinisateurs. Nous ne voulons pas de ces produits en cides, fongicides, herbicides, insecticides. Nous ne voulons plus de cette agriculture qui tue le vivant, les champignons, les plantes, les abeilles. Cette agriculture qui nous empoisonne. Depuis de nombreuses années, la communauté médicale et scientifique alerte les autorités publiques pour dénoncer les risques liés à l'usage des pesticides. Des liens clairs ont été établis entre les pesticides et des pathologies graves, dont certains cancers, les maladies dégénératives ou des troubles chroniques. Les médecins constatent une hausse préoccupante des cancers pédiatriques. Comment justifier que des considérations économiques et des pratiques agricoles périmées puissent passer avant la santé de nos enfants? Réintroduire des substances dont la dangerosité est reconnue serait une décision irresponsable. Il s'agit ici de défendre la santé publique, la prévalence de la science sur la démagogie, défendre un autre modèle agricole respectueux des agriculteurs, des consommateurs et de notre environnement. Nous, humains, nous ne voulons pas de néonicotinoïdes, nous ne voulons pas de méga-bassines, nous ne voulons pas d'élevage intensif. Nous voulons des abeilles, des coquelicots, des sols qui retiennent l'eau
des semences biologiques adaptables et des paysans heureux. Je tiens à remercier chaleureusement les paysans qui ont choisi un modèle alternatif au modèle dominant et qui montrent la voie d'une agriculture respectueuse du vivant. Nous sommes avec vous. Aujourd'hui rassemblés, nous disons non à la loi du Gavi, plomb. c'est une association qui regroupe des producteurs bio de Lyon. Voilà, je rebondis un peu sur ce que disait Florence. Moi, ça fait 15 ans qu'on mène une ferme en grande culture en bio. Et depuis 2018, un vignoble en bio. Et je peux dire, on sait faire. Voilà. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi cette reculade. C'est juste, voilà, il faut remettre un petit peu en question ces pratiques, réfléchir. Ah, pardon, excusez-moi. Parce qu'on ne m'entend pas très bien. Et c'est vraiment une facilité intellectuelle l'usage de ces pesticides. Donc on a du mal aujourd'hui à comprendre. On a eu des avancées pendant des années. Aujourd'hui, on réintroduit des pesticides qui avaient été interdits. On supprime des dotations à l'agence bio, alors qu'aujourd'hui, il y a un net rebondissement de la consommation en bio. Donc en fait, on a juste l'impression qu'on veut réintroduire les pesticides, laisser le droit aux agriculteurs de faire n'importe quoi, et on supprime l'élan qu'il y a pu avoir avec l'agriculture biologique. Avec trois prises de parole un peu différentes les unes des autres, mais qui allaient dans le même sens. Donc si vous voulez vous rapprocher, on est volontiers là pour répondre à vos différentes questions. Voilà, ou simplement échanger. Merci à tous en tout cas. Ça me semble de rentrer dans le village. Non, avec le répit. Famille bio. Dans la famille. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ah là, voilà, c'est le maillot, c'est la fusion. Son idée, il y a des chèvres qui